Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Frédéric Vuillot qui va animer la suite de la plénière de cette matinée. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci madame la directrice. Je dois d'abord commencer par vous dire que je suis absolument ravi d'être avec vous en tant que journaliste économique pour Mediatico, parce que Mediatico, c'est un média spécialisé sur l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, et évidemment, vos enjeux sont des enjeux que journalistiquement, on croise à peu près tous les jours. Je suis ravi également parce que vos métiers sont des métiers qui sont, on l'a entendu déjà avec les prises de parole précédentes, à la croisée d'enjeux essentiels pour les citoyens, qui ont été mis en particulier en relief pendant la crise sanitaire. Alors les métiers de l'eau, bien évidemment, ce sont les enjeux de la santé et de l'agriculture et de l'alimentation. Les métiers de la gestion des déchets, ce sont évidemment les questions liées à notre mode de consommation, à ce que deviennent les produits en fin de vie. Et bien sûr, à la croisée de ces métiers-là vient cette thématique de la communication dont nous allons parler ensemble ce matin. Communication qui est absolument essentielle, à commencer par ce que l'on en fait sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, vous le savez, on trouve un petit peu de tout. On trouve des informations, on trouve aussi des intox. Vous vous rappelez ce mot, les intox, c'est l'ancêtre des fake news. En réalité, c'est la même chose. En français, on dit intox. On trouve des infos, des intox, on trouve de l'humour et puis on trouve aussi de la méchanceté. On trouve des citoyens qui prennent la parole librement, on trouve des institutionnels, c'est vous. Et puis on trouve aussi des influenceurs, on va en parler. Et dans cet environnement-là, dans ce maelstrom, en réalité, eh bien, il arrive qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Alors, on va échanger sur tout ça ce matin, notamment pendant la table ronde qui débutera à midi sur le thème « Réseaux sociaux, vrais ou fake liens aux citoyens ». Vous allez d'ailleurs pouvoir intervenir grâce à vos smartphones ou à vos ordinateurs portables si vous en avez, en passant sur le site internet kys.fr, QYS.fr. Vous avez à l'arrière de votre petite carte avec nominative, vous avez tout en bas des codes d'accès pour le site kys.fr. On en reparlera tout à l'heure, je vous les expliquerai le moment venu, mais sachez que vous allez pouvoir intervenir, poser vos questions, réagir, et d'ailleurs on va même vous solliciter à un moment donné. Mais avant de parler de tout ça ensemble, avant d'en tirer probablement des clés pour vos pratiques de communication, on s'est dit qu'il fallait d'abord essayer de comprendre un petit peu notre relation à l'information. Comment est-ce qu'on reçoit une information? Est-ce qu'on la reçoit de façon réfléchie ou émotionnelle? Comment marche notre cerveau? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en première partie de cette matinée avec la conférence d'Albert Moukébert, que je vais inviter à rejoindre le pupitre. Albert Moukébert, il est docteur en neurosciences cognitives, il est enseignant à l'Université de Paris 8, il est aussi expert auprès du CSA sur la désinformation en ligne et il est l'un des cofondateurs de Chiasma, un collectif de neuroscientifiques qui est spécialisé sur la formation des opinions. Docteur Moukébert, la parole est à vous pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je charge juste ma présentation. Parfait. Merci encore de m'accueillir et pour l'invitation. Donc, je m'appelle Albert Moukébert, je suis chercheur en neurosciences et psychologue clinicien. Et je travaille en grande partie sur comment est-ce qu'on forme nos opinions et surtout comment est-ce qu'on peut les changer. Ça s'appelle la flexibilité mentale, la capacité à changer d'avis. Et je m'intéresse énormément à comment est-ce que chacun d'entre nous reconstruit le réel pour en tirer du sens. Et donc aujourd'hui, on va parler de deux choses principales. La première, c'est comment est-ce qu'on perçoit le réel, comment est-ce que notre cerveau fait pour reconstruire la réalité. Et en deuxième partie, on parlera un peu de ce phénomène de fake news ou d'infox, comme vous l'avez précisé. On prendra aussi, j'imagine, des questions tout à l'heure, s'il y en a. La première question que je veux vous soumettre peut vous paraître un peu absurde, mais elle va nous apprendre quelque chose d'assez central sur notre cerveau. C'est pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose. On parle souvent de pensée unique, il y a trop de pensées uniques, etc. Mais quand on regarde
on pense de manière très très différente alors qu'on est supposé partager un réel commun. Par exemple, maintenant, vous allez tous m'entendre parler pendant une vingtaine de minutes. Vous allez écouter les mêmes mots. Vous êtes en train de regarder la même scène. Vous allez penser de manière très différente. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et ça a beaucoup fasciné les philosophes et puis derrière les neuroscientifiques et les psychologues de pourquoi on ne pense pas la même chose. Il y a plusieurs raisons. J'imagine qu'il y en a certains qui vous traversent l'esprit. On n'est pas construit de la même manière. On n'a pas les mêmes gènes. Aussi, on ne vit pas dans le même environnement. On a de différentes éducations, on a différentes cultures. On n'est pas né à la même année, pas dans les mêmes villes, pas dans les mêmes pays. Mais il y a des raisons qui sont plus biologiques. Et c'est sur celles-ci que je veux me focaliser. Donc, les deux premières raisons, les différences génétiques et environnementales, sont très importantes. Mais il y a certaines autres raisons qui sont plus intéressantes pour nous aujourd'hui. Et ces raisons sont biologiques. C'est des limitations de traitement de l'information de notre cerveau. Pendant longtemps, on a séparé, pour des raisons que je n'aborderai pas ici, on a séparé le corps et l'esprit. Et c'est très facile de voir les limites de notre corps. Je sais que je ne peux pas porter une voiture, je sais que je ne peux pas sauter du 5e étage d'un immeuble, mais on a laissé traîner des récits comme quoi notre esprit, lui, n'a pas de limite, que notre esprit n'obéit pas aux règles du monde physique. Et si les neurosciences nous ont apporté quelque chose, c'est qu'on a découvert que nous avons des limites, et ces limites sont relativement très restreintes. Il y a 3 raisons de pourquoi on n'arrive pas vraiment à penser tous de la même manière, ou en tout cas à traiter une information commune de manière similaire. La première, c'est que notre perception est très partiale. Par exemple, si je regarde ici, je ne vois pas ce qui se passe là. Si je regarde là, je ne vois pas ce qui se passe ici. Donc c'est très difficile de percevoir tout en même temps. C'est presque impossible. La deuxième, c'est que notre attention est limitée. Par exemple, maintenant, je vais parler pendant une vingtaine de minutes. Ce n'est pas très long. Si je vous demande de répéter, vous n'y arrivez pas. Ça paraît évident, mais ça a des répercussions très importantes sur comment on forme nos opinions. Et la troisième, c'est que le monde est complexe. Limite, si le monde était quelque chose de très simple, si on devait tous retenir le chiffre 42, ça se passerait bien. Mais quand on doit prendre en compte, par exemple, pour des problématiques aussi complexes que la gestion de l'eau ou le climat plus généralement, il y a énormément de facteurs. Et on n'a pas les ressources de traitement de l'information nécessaires pour faire ça. Et ça nous mène à une sorte de réalité irréductible. C'est qu'on est tous tout le temps en train de gérer des informations incomplètes. On n'est jamais en train de prendre en compte toutes les informations qui existent. On fait des choix, on a une vision parcellaire du monde, et cela a des conséquences. Et les conséquences sont soulevées par la question qui suit. C'est du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir quelque chose ? Comment est-ce que je peux acquérir de la connaissance quand je suis tout le temps en train de gérer des informations incomplètes ? Et pendant longtemps, on n'avait pas vraiment de manière pour le faire. Par exemple, on se souvient, ou on sait tous que pendant des millénaires, si quelqu'un est malade, ce qu'on faisait pour les soigner, c'était une saignée. La saignée vient d'informations incomplètes du fonctionnement du corps humain qui dit que si je suis malade, j'ai une maladie dans mon corps, le plus simple pour guérir, c'est de couper, faire sortir la maladie et espérer qu'elle tombe par la gravité. Et on a fait ça pendant très longtemps, parce que notre cerveau aime bien, avec ces informations incomplètes, tisser des récits. Par exemple, je vous montre un graphe, parce que les gens aiment bien les graphes, apparemment ça fait sérieux. Sur ce graphe, vous avez en noir, le nombre de films dans lesquels a joué Nicolas Cage, en rouge le nombre de personnes qui sont mortes noyées dans une piscine. Il n'y a absolument aucun lien entre ces deux graphes, mais si je les mets ensemble, vous dites que c'est quand même quelque chose de sérieux. Un autre cas qu'on a découvert et tous les chiffres sont réels, hein. Il n'y a pas de traficotage de chiffres, c'est juste, on traficote les chiffres qu'on met ensemble. Les cas de Covid, on en parle tous, en fonction du nombre de McDo dans un pays. Et on pourrait faire l'hypothèse qu'il suffit juste de fermer les McDo pour qu'il n'y ait plus de Covid. Et comme ça nous paraît très drôle, et c'est drôle, parce qu'on sait que la ficelle est trop grosse. Mais des fois, c'est un peu plus difficile à comprendre. Par exemple, donc ces deux diapos sont évidemment satiriques, tirés par des données réelles que des chercheurs ont mis pour le comprendre, mais celle-ci est un peu plus réelle. C'est dans les années 50, c'est du New York Times, les cas de polio et les ventes de glace. Et à l'époque, il y a eu une épidémie de polio dans l'État de New York. Et ça suivait de manière assez bizarre les ventes de glace. Donc l'État a fait un rappel des glaces, les médecins ont fait des recommandations de ne plus manger de glace, ils ont fait des tests aux glaces et il n'y avait rien. Et ce graphe nous explique quelque chose de très important, c'est que pour avoir un espoir de pouvoir créer un socle commun de réalité ensemble, parce qu'au final c'est ça, faire société, c'est pouvoir avoir des faits sur lesquels on est d'accord, on a besoin pas seulement de regarder les faits, mais de questionner leurs relations les unes aux autres. Par exemple, dans ce cas-là,
Quand on a découvert qu'il n'y avait aucun lien, certaines personnes se sont questionnées, mais alors du coup, comment ça marche? Et ce comment ça marche est central pour le raisonnement critique. Et dans ce cas-là, comment ça marche, c'est tout simplement la saisonnalité, la température. Il y a des fois des facteurs qu'on appelle des facteurs confondants. En gros, on n'a pas mis le graphe des températures sur cette diapo, mais si on l'avait mis, tout aurait plus de sens. Quand il fait plus chaud, on mange plus de glace. Quand il fait plus chaud, la polio se répand plus vite. Et notre cerveau invente un lien inexistant, que c'est que c'est les glaces qui sont en train de causer la polio, alors que c'est la température qui est invisible. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fonctionne de manière approximative. On est tous en train de faire des approximations sur notre rapport au réel. Et ces approximations peuvent s'affiner ou devenir moins bons selon notre connaissance, selon le pacte social qu'on crée, selon nos valeurs et plein d'autres facteurs. C'est de là que vient le fameux proverbe « la carte n'est pas le territoire ». On est tous en train de créer des cartes mentales du monde, mais on n'a jamais accès au monde réel. Le territoire, si on dit que le territoire c'est vraiment la réalité, on a des cartes. Et cette analogie est très bien trouvée. Par exemple, nos cartes au Moyen-Âge peut-être étaient pas très bonnes, ou en tout cas il n'y avait pas les informations trafic, s'il y a des bouchons ou pas. Et au fur et à mesure qu'on a développé notre technologie, aujourd'hui avec Google Maps et Waze, etc., nos cartes sont meilleures. C'est un peu le même concept sur l'acquisition de la connaissance du monde. Notre acquisition de connaissance suit un peu ce graphique-là. Et on parlera un peu de chaque étape. Quand on est exposé à une information pour la première fois, c'est une connaissance. Mais une connaissance toute simple peut rester à l'état de connaissance sans jamais avoir d'impact sur ma vie. C'est ce qu'on appelle par exemple la culture générale. Je ne sais pas savoir c'est quoi la capitale du Monténégro. C'est probablement pas quelque chose qui va m'impacter, mais c'est une connaissance que j'ai. Plusieurs connaissances qui s'agencent entre elles peuvent faire émerger une croyance. Une croyance, c'est déjà quelque chose avec lequel j'interagis un peu plus, ou sur lequel je vais réfléchir plus et potentiellement être impacté par cette croyance. Une croyance sur laquelle je veux agir peut devenir une intention, c'est une préparation à l'action quelque part. Et une intention que je matérialise devient une action. Et il y a plusieurs pièges qui peuvent venir se loger à chaque étape de cette chaîne. Par exemple, je peux être exposé à une fausse connaissance. C'est ça, les fameuses fake news. Donc, je suis exposé à quelque chose qui est faux, et donc ma croyance est fausse, mon intention n'est pas bonne et mon action est mauvaise. Mais des fois, à partir de bonnes connaissances, je peux faire émerger une fausse croyance. Par exemple, ça, c'est une bonne connaissance, mais la croyance est fausse. Je peux mal agencer des connaissances qui sont bonnes et faire émerger une fausse croyance. Plein de croyances vraies peuvent ne jamais donner une intention. Par exemple, je peux savoir que fumer tue, mais continuer à fumer sans avoir l'intention d'arrêter. Et une intention peut ne jamais devenir une action. On appelle ça en anglais le intention-action gap, le trou intention-action. Et une forme de intention-action gap que vous connaissez tous, c'est la procrastination. Je me dis, je veux me mettre au sport. 6 mois plus tard, j'ai pris mon abonnement, mais je ne suis jamais allé à la salle. Moi, par exemple, je travaille énormément sur les problèmes liés au réchauffement climatique, et j'étudie plus particulièrement la intention-action gap face au climat. On sait tous qu'il y a un problème, mais il semblerait qu'on n'arrive pas à matérialiser cela. Donc ça, c'est un peu généralement comment on fait pour agencer notre interaction avec l'information dans le monde. Je vais vous parler un peu plus en détail des mécanismes qui sont en jeu, quels sont les facteurs qui peuvent biaiser ou plutôt nous aider à avoir une meilleure acquisition de connaissances. J'aimerais bien vous montrer cette illusion, et après on va en parler parce qu'elle nous révèle quelque chose d'assez important, surtout en cette période de Covid. Si vous regardez cette danseuse, certains d'entre vous la voient tourner dans un sens et les deux autres dans un autre. Je vais faire un tout petit sondage dans la salle. Est-ce que les personnes qui voient la danseuse tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre peuvent lever la main? Super. Et les autres, j'imagine que c'est dans le sens aigu d'une montre. Donc là, on a déjà un premier problème, c'est qu'on regarde tous un même écran, mais vous ne voyez pas la même chose. Certains d'entre vous la voient tourner dans un sens et les autres dans un autre. Donc je vais commencer par mettre tout le monde d'accord. Si je fais ça, si vous regardez à droite puis au centre, la danseuse du centre va commencer à tourner dans le sens inverse aigu d'une montre. Indépendamment de ce que vous étiez en train de voir tout à l'heure, il suffit juste de porter votre regard à droite puis au centre pour la voir changer de sens. Si je fais l'inverse, à gauche puis au centre, si vous regardez la danseuse du centre commence à tourner dans le sens aigu d'une montre. Et si je fais la totale, pour vous prouver que je traficote rien, si vous regardez à droite puis au centre, la danseuse du centre tourne dans un sens. Si vous regardez à gauche puis au centre, la danseuse du centre tourne dans un autre sens. Et vous pouvez la faire changer de sens comme vous voulez, quand vous voulez.
Mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Pourquoi est-ce que c'est possible de voir la danseuse du centre tourner dans deux sens différents, alors que la danseuse à gauche et à droite, vous pouvez essayer autant que vous voulez, et ça ne va jamais tourner dans un sens inverse? Et la raison est la même que celle que j'ai introduite dans ma première diapo, c'est parce qu'on est face à des informations incomplètes. La danseuse du centre est ce qu'on appelle un stimuli ambigu. Il lui manque des informations. Les informations qui lui manquent sont les marqueurs de profondeur. Votre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière. Et c'est selon le choix qu'on fait, si on voit la jambe passer devant ou derrière, qui donne le sens de la rotation. À gauche et à droite, on a plus d'informations. Le rôle de ces traits, c'est d'être des marqueurs de profondeur. Et du coup, la danseuse est stabilisée. Elle n'est plus ambiguë. Et du coup, ça nous explique quelque chose de très important sur notre connaissance. C'est que quand une information est ambiguë, quand une information est incomplète, notre cerveau la complète. Il la complète basée souvent sur ses a priori. Quand vous regardez à gauche, vous formez ce qu'on appelle un a priori visuel et vous réduisez l'ambiguïté basée sur l'a priori que vous venez de former. Et donc, vous allez voir la danseuse du centre tourner dans le sens d'aiguille d'une montre. Et si vous regardez à droite, vous formez un a priori visuel sens inverse aiguille d'une montre et vous allez réduire l'ambiguïté basée sur ce que vous venez de voir. C'est la même chose pour l'information. En gros, on peut dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes. Mais pas tout le temps, dans certaines situations. Et ces situations sont les situations d'ambiguïté, d'incertitude, de nouveauté. Plus une information est ambiguë, plus une information est incomplète, plus une information est nouvelle, et plus on peut lui attribuer le sens qu'on veut. On peut mettre de soi pour voir ce qu'on a envie de voir. Du coup, si par exemple il y a un nouveau virus qui ravage la planète, c'est quelque chose par définition qui est incertain et ambigu, selon mes a priori que j'ai sur l'OMS, sur la médecine, sur les politiques publiques, je vais réduire cette ambiguïté selon mes a priori et pas du tout selon ce qui est en train de se passer. Ce qui nous amène un peu aux fake news, c'est ma dernière partie. J'ai encore, je pense, 6 ou 7 minutes. La première chose à savoir, c'est que les internautes qui considèrent que les fake news ont un fort impact sont 3 fois plus susceptibles d'y croire. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que les fake news n'ont rien à voir avec l'intelligence, parce que ce que je viens de vous dire est faux. Je n'ai pas voulu faire durer trop le truc, mais c'est absolument pas vrai que les internautes qui considèrent que les fake news ont un fort impact sont 3 fois plus susceptibles d'y croire. Il suffit juste que quelqu'un soit présenté comme un expert, qu'il ait un PowerPoint et une diapo et qu'il dise quelque chose pour qu'on ait plus tendance à le croire que pas. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça a à voir avec la confiance. En qui est-ce qu'on a confiance? Qu'est-ce que je crois de la personne qui émet le message? Est-ce que le message a une bonne relation par rapport à mes a priori? Est-ce que c'est facile de l'intégrer dans mes connaissances préalables du monde? Si on définit une infox, pour en parler un peu, c'est une information saillante intentionnellement fausse, fabriquée pour se tromper, pour tromper ou se propager. Effectivement, c'est rien de nouveau. Les motivations changent et c'est en constante évolution. Pendant longtemps, c'était cantonné aux informations politiques. Plus récemment, on retrouve ça énormément sur des informations liées à la santé ou pour des motivations financières. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très très ancien. J'ai même retrouvé des fake news sur Marc-Antoine du temps de Cléopâtre. C'est juste que récemment, avec les réseaux sociaux, l'impact semble être beaucoup plus massif. La question qui se soulève, du coup, c'est pourquoi est-ce qu'on tombe dans le panneau? Et il y a plusieurs raisons. On pense souvent que c'est une seule chose, mais en fait, il y a plusieurs raisons de pourquoi est-ce qu'on croit aux fake news. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Vous êtes aussi intelligent que votre cerveau. Si vous avez un QI de 200 000, votre cerveau va inventer des récits pour vous persuader qui sont développés pour un QI de 200 000. On va parler aujourd'hui de 3 raisons. Il y a plusieurs, mais pour ne pas prendre trop de temps, j'ai décidé de faire un choix. Et donc, il y a 3 raisons principales qui nous intéressent aujourd'hui. La première s'appelle le raisonnement motivé. En gros, on a 2 manières de réfléchir. Soit je peux réfléchir comme un détective, je suis les preuves et j'arrive à une conclusion. Soit je peux réfléchir comme un avocat. Un avocat, il a son client, il veut le défendre, il va réorganiser le réel pour arriver à la conclusion qu'on a choisie au préalable. Je vous montre un exemple. Si vous regardez cette diapo, je ne sais pas ce que vous voyez, mais petit à petit, vos cerveaux vont commencer à faire émerger des patterns, à voir des choses. Certains d'entre vous vont peut-être voir un petit visage qui ressemble au Fido Dido, pour ceux qui se souviennent de Fido Dido, à gauche. D'autres vont peut-être voir un zèbre, un palmier, etc. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la perception motivée. Votre cerveau n'est pas en train d'essayer de voir ce qu'il y a. Votre cerveau est en train de prendre des choses qu'il connaît déjà, des patterns qu'il connaît, et de les mettre sur un stimuli qui, là aussi, est ambigu, incertain. C'est un peu pour ça qu'on peut voir des formes dans les nuages ou des choses comme ça. Si je veux corriger votre perception motivée, je vous montre c'est quoi la vraie image. C'est ça. Oh, pardon. Et petit à petit, vous pouvez commencer à voir le serpent dans ce qui était, il y a quelques secondes, des taches noires sans forme.
C'est le même équivalent pour notre raisonnement. Si on est face à un stimuli un peu ambigu, et mon raisonnement motivé va réorganiser pour voir ce que j'ai envie de voir. Et encore une fois, on retrouve cette notion d'ambiguïté. Donc, premier facteur, c'est le raisonnement motivé. Décider à l'avance de ce que je veux voir et faire le travail cognitif nécessaire pour le voir. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'illusion de connaissance. C'est quand on est face à un nouveau sujet, souvent on a tendance à croire qu'on le maîtrise très vite. Notre confiance monte d'un coup, on sent qu'on a tout maîtrisé, et ce n'est qu'en continuant à explorer que notre confiance rechute. On appelle ça la vallée du désespoir, c'est là où vivent les chercheurs. Et petit à petit, on commence à remonter. On peut dire que quand on est face à des situations nouvelles, quand on est face à des situations ambiguës, quand on est face à des défis dont la durée temporelle est longue, on n'est plus face à un problème d'ignorance. On est face à un problème d'illusion de connaissance. Quelqu'un qui ne sait pas, on peut lui apprendre. Quelqu'un qui croit qu'il sait, c'est beaucoup plus compliqué de le faire changer d'avis. Et le dernier point de pourquoi est-ce qu'on tombe dans le panneau, c'est tout simplement la flemme. Je sais que ça paraît absurde, mais des fois, je lis une nouvelle et je n'ai pas envie d'aller la vérifier parce que je m'en fous un peu et je vais juste la partager. Par exemple, je ne sais pas, que si vous avez mal aux pieds, mettez des gouttes d'arnica dans l'oreille. Je me dis peut-être ça peut aider quelqu'un, je partage et je ne me prends pas la tête plus que ça. Et on oublie souvent ça. Pas toutes les personnes qui partagent des fake news sont dans un mode hyper motivé, du coup de raisonnement motivé. Des fois, ils se disent pourquoi pas, peut-être que c'est vrai. L'argument qu'on me sort le plus souvent quand on organise des débats à Chiasma ou des choses comme ça, c'est comment tu sais que c'est pas vrai? Peut-être que c'est vrai. Mais avec peut-être que c'est vrai, on tombe dans ce qu'on appelle le relativisme, mais peut-être que tout est vrai. Donc ça devient très très compliqué. Il y a aussi évidemment un aspect social des fake news, comme je vous ai dit. Ce n'est pas dépendant de l'intelligence, c'est souvent dépendant de nos cercles sociaux. En qui est-ce qu'on a confiance? On est des animaux sociaux. Si on veut essayer de créer à nouveau un socle commun, on a besoin de retravailler qui a confiance en quoi. On est face à une crise de confiance des institutions, de tout le monde en gros. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on ne sent pas être aussi crédule que ce qu'on croit. Une grande partie des fake news ne sont pas crues ou ont une durée de vie très très courte. Par exemple, on se souvient quand Notre-Dame, il y a eu l'incendie, beaucoup de fake news ont circulé, on n'en parle plus du tout aujourd'hui. Donc c'est pas non plus genre le truc catastrophique qu'on nous présente souvent. Les conséquences des fake news semblent être relativement négligeables, sauf pour quelques sujets hyper polarisants, la vaccination, le climat. Là, il y a un nouveau rapport j'ai oublié de quel organisme va sortir sur la disparition de la biosphère. Et on s'attend à une recrudescence de fake news autour de qu'en fait, non, il n'y a pas une extinction des espèces, etc. Et pour finir, il fallait que je fasse un petit mot sur qu'est-ce qu'on peut faire du coup. La première chose, c'est accepter que la réalité n'est pas binaire. Les choses sont rarement vraies ou fausses. C'est relatif. Des fois, des choses peuvent être à 50% vraies, à 30% fausses et 20% incertaines. Bon, je vois souvent, par exemple, les débats sur les masques, etc. Il faut faire la différence entre ce qu'on sait et des fois des principes de précaution pour faire le choix le plus sécurisant pour tout le monde. Et c'est très important de ne pas asséner les fake news comme un argument. Si quelqu'un donne un argument, lui dire ce que tu dis est fake news, ça ne sert à rien. Il faut pouvoir expliquer pourquoi. Sinon, ça va juste être des situations de réactance et d'opposition. On ne peut pas parler les uns avec les autres. Justement, parler les uns avec les autres, il faut tout le temps garder en tête que les autres ont les mêmes biais que nous. Donc les autres aussi sont en train de réduire l'ambiguïté basée sur leurs a priori. Et c'est très important de garder en tête que comment je m'exprime impacte comment je suis perçu. On a besoin de se demander comment quelqu'un peut arriver à une certaine opinion, au lieu de se demander tout le temps pourquoi. Expliciter ce qu'on veut dire, du coup, éviter autant que possible les formules ambiguës, être clair. S'adapter à la personne avec qui on discute et varier les conversations. Il faut tout le temps se rappeler que les gens, j'entends souvent les gens dire « Ah, mais les gens n'aiment pas ça, les gens n'aiment pas ci ». Nous aussi, c'est les gens. Et du coup, tout le temps, quand vous dites les gens, essayez de vous inclure dedans et voyez, est-ce que ça s'applique à vous? Et si ça ne s'applique pas à vous, c'est que probablement ça ne s'applique pas aux autres. Il n'y a aucune raison de croire que ce qui ne s'applique pas à moi s'appliquera aux autres, ou ce qui s'applique aux autres ne s'appliquera pas à moi. Par exemple, j'entends souvent dire « les gens ont besoin d'être rassurés ». Ce n'est pas vrai. Quand on fait, nous, nos recherches, communiquer l'incertitude est quelque chose de très important. Ça montre qu'on se fait confiance mutuellement. Si je sens que quelqu'un me rassure sans être très rassurant, en me mentant ou en me cachant une incertitude,
je vais avoir plus de défiance pour cette personne, et c'est tout à fait normal. Si le gouvernement vient et me dit quelque chose, et je pense qu'ils sont juste en train de me rassurer, comme si j'étais un enfant, ben évidemment que je vais faire de moins en moins confiance au gouvernement ou aux élus locaux ou à mes potes, etc. On peut aussi pondérer nos opinions. On n'est pas obligé d'être pour ou contre tout. Je peux me dire que sur un sujet, ben, je ne sais pas, parce que je n'ai pas à agir dessus. Par exemple, je ne sais pas, il y a eu beaucoup de débats sur le traitement pour la Covid. Combien de ces personnes étaient vraiment dans une situation où ils vont devoir faire un choix de traitement pour une personne malade? Probablement personne, ou en tout cas pas ceux qui étaient en train de participer au débat sur les réseaux sociaux. Et du coup, on n'est pas obligé d'avoir cette opinion. On peut aussi explorer le web de manière latérale. Quand vous êtes face à une page web, au lieu de juste rester en vertical, à scroller, vous pouvez ouvrir d'autres onglets et vérifier est-ce qu'il y a d'autres organismes qui portent cette nouvelle, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui le disent. Du coup, être plutôt attaché à pourquoi vous avez une opinion. Quels sont les a priori qui vous poussent à avoir cette opinion plutôt qu'à être attaché à l'opinion en elle-même. Quand vous êtes attaché à votre opinion, si quelqu'un attaque cette opinion, vous le vivez comme une attaque personnelle. Alors que quand on est attaché à un raisonnement, si les informations changent, j'abandonne, et c'est ça qui peut promouvoir ma flexibilité mentale. Du coup, on n'est pas obligé d'avoir une opinion, surtout, comme je vous l'ai déjà dit. Et je finis avec 2 citations que j'aime beaucoup. La première, c'est celle-ci. Une des idées les plus dangereuses qu'une personne peut avoir, c'est si tout le monde était comme moi, le monde serait un endroit meilleur. On a besoin de variabilité, on a besoin de diversité, parce que nous sommes des animaux sociaux, on a besoin de déléguer l'appréhension du réel les uns aux autres. On a chacun de nous des capacités très limitées d'appréhension du monde, et donc on a besoin de déléguer. Je ne peux pas être expert en neurosciences, en médecine, en astronomie, en écologie, en mécanique, en architecture. On a besoin de déléguer. C'est ça qui a fait qu'on a réussi à durer aussi longtemps en tant qu'espèce, alors qu'on n'était pas vraiment appareillé pour. C'est notre capacité à être les garde-fous les uns des autres. Et donc croire que si tout le monde était comme moi, le monde serait un endroit meilleur, c'est un billet à sens unique, droit vers le mur. Et la dernière phrase, la dernière citation que j'aime bien vient du Dr Who, pour ceux qui connaissent. C'est « Qu'est-ce que réfléchir si ce n'est qu'une façon élégante de dire changer d'avis ?» J'ai l'impression qu'aujourd'hui on réfléchit souvent pour se persuader de ce qu'on croit déjà, mais ce qui rend la réflexion intéressante, c'est les moments où je peux changer mon avis au lieu de le confirmer. J'espère que cette présentation était intéressante pour vous. Je pense qu'on va avoir une discussion maintenant. Si ce sujet vous intéresse, j'ai publié un livre sur le sujet qui s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours ». Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Albert Moukébert. Vous savez quoi, moi j'ai découvert un truc, vous je sais pas, mais je pense qu'on va être d'accord. Le cerveau, en fait, c'est drôle. Albert Moukébert, vous allez rester avec nous parce qu'en fait, c'est vous qui êtes drôle. On va vous garder sur la table ronde. Vous allez vous installer sur le fauteuil qui est au fond, puis vous allez l'avancer un petit peu, oui, sur celui-ci. On va essayer de disposer un petit peu la salle convenablement pour la table ronde qu'on va ouvrir maintenant. Table ronde, donc je vous le rappelle, sur est-ce que les réseaux sociaux sont un vrai lien ou un fake lien à l'égard des citoyens en ce qui concerne vos métiers de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des déchets. Je vais inviter à nous rejoindre sur cette table ronde Lydie Roberdel de la métropole de Lyon, Séverine Diguem de Veolia, Sandrine Tressel d'Eau d'Azur, et en visioconférence, nous aurons aussi Nicolas Van der Bist de Saper Védéré. Alors, je propose que Sandrine Tressel se mette à côté de moi. Vous, mesdames, vous laissez un fauteuil libre ensuite et vous vous installez toutes les deux au centre. Bonjour. Et merci à vous de nous avoir rejoints. Alors, vous constaterez aussi que vous avez chacune un micro, une carafe d'eau, et comme ça, on évite de toucher, et je garde mon micro, et moi, je m'installe là. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis ici. Respect des consignes barrières. Et comme entrée en matière, mesdames et messieurs, avant de vous présenter nos invités, voilà, Nicolas Van der Bist nous a rejoint, il est là sur l'écran, vous le voyez, il est en Belgique, il est à distance, et donc pour éviter de changer de pays et de prendre des risques, il discutera avec nous par écran interposé. Merci à vous d'être là avec nous. Et donc, comme entrée en matière, ce que je vous propose d'abord, mesdames et messieurs, c'est une petite vidéo qui va vous dresser un panorama rapide de ce qui se dit actuellement ou ces derniers mois sur les réseaux sociaux sur vos sujets. On lance la vidéo.
Voilà pour ce petit panorama. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la jeune femme qu'on montre sur le dernier écran, Léa Camilleri. C'est une influenceuse. Sur Instagram, elle compte presque 350 000 personnes abonnées à son compte, donc qui la suivent très régulièrement. Vous savez ce que c'est, 350 000 abonnés sur son compte? C'est 10 fois plus que Conspiracy Watch qu'on a vu au début de la vidéo. C'est 50 fois plus que Haut de Paris. Ça vous donne une petite idée du degré d'influence de cette influenceuse, c'est le cas de le dire. Et évidemment, en matière de bataille de l'information, en fait, ce sont des gens comme elle qui sont en train de gagner la partie. Alors, comment est-ce qu'on peut se positionner sur les réseaux sociaux quand on est un professionnel de l'eau, de l'assainissement des déchets? On va en parler avec nos intervenants. Sandrine Tressel, à côté de moi, donc vous êtes responsable de la communication de la régie municipale Aude d'Azur à Nice. Vous allez nous raconter un petit peu votre pratique des réseaux sociaux, notamment quand il y a des difficultés, des crises. Lydie Roberdel, vous êtes directrice adjointe en charge de la gestion des déchets à la métropole de Lyon. Séverine Diguem, vous êtes directrice des opérations eau chez Veolia, et toutes les deux, vous représentez en fait les membres de l'ASTE. Alors c'est intéressant parce que vous avez un double regard, à la fois public et privé, dans votre représentation. Et vous avez demandé aux membres de l'ASTE quelles étaient leurs préoccupations en matière de réseaux sociaux, donc on va en parler. Et puis Nicolas Van der Beest, qui est donc à distance avec nous sur l'écran, si on peut le retrouver, parfait. Vous êtes, vous, le directeur des opérations de Saper Védéré. Vous êtes diplômé de l'Université libre de Belgique en communication. Vous avez fondé Saper Védéré il y a 3 ans pour travailler sur la compréhension de l'audience, sur les stratégies de contenu et sur la e-réputation. Enfin, Albert Moukébert, vous êtes toujours avec nous, bien entendu. Avant de démarrer et d'ouvrir la discussion avec nos intervenants, j'ai une question à vous poser à vous, dans la salle. Et donc, vous allez utiliser le site internet QYS.fr. On va vous demander, en fait, quelles sont vos pratiques professionnelles en matière de réseaux sociaux. Alors, vous avez donc, derrière votre badge, un petit code pour répondre à la première question, c'est celle qu'on vous pose maintenant. Donc sur kiss.fr, vous rentrez le code qui est écrit, à savoir un panorama, le chiffre 1 et le mot panorama, les deux attachés. Ça va vous permettre de répondre à la première question qui est: quels réseaux sociaux utilisez-vous dans votre structure ? Ça va aller assez vite, on va vous laisser une vingtaine de secondes pour répondre avant d'aborder une deuxième question. Top chrono, c'est parti. Donc, quels réseaux sociaux utilisez-vous dans votre structure? Ça va nous donner un aperçu intéressant pour nourrir la discussion. Kiss.fr, le code 1 panorama. J'entends quelque chose en régie, j'entends pas trop. 5 secondes encore. 4, 3, 2, 1. Le jeu est terminé, mais ça n'était que la première question. On va vous en poser une deuxième maintenant sur la même application Kiss.fr. Normalement, une fois que vous avez validé votre réponse, vous trouvez la deuxième question. Pour quelles raisons ces réseaux sont-ils utilisés dans votre structure? Est-ce que c'est pour faire de la veille, de l'information ou de la sensibilisation? Vous avez encore 20 secondes. Et suite à cela, on va voir ensemble sur l'écran le résultat de ce panorama. À quelle destination ces réseaux sociaux sont-ils utilisés dans votre cadre professionnel? 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Alors, on va donc pouvoir regarder maintenant le résultat de ce petit questionnaire. Et c'est une première façon d'interagir avec vous dans la salle. Et voici. Donc, vous utilisez dans vos métiers essentiellement LinkedIn comme réseau social, 72%, suivi de Twitter, 50%. Et on va en parler parce que ce sont deux réseaux qui n'ont pas du tout la même fonction. Ensuite, c'est Facebook. Et puis, Instagram, dont on parlait tout à l'heure, ou YouTube, nettement moins. Vous êtes 10% à ne pas utiliser du tout de réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'on a envie de ne pas communiquer? Pour quel motif? On va en parler.
Et puis, pour quelles raisons vos réseaux sociaux sont-ils utilisés dans vos structures? 84% à des fins d'information, 48% à des fins de sensibilisation, pour les gestes de tri, l'eau potable, contre l'eau en bouteille, et enfin à des fins de veille, pour vous tenir informé. Et vous avez remarqué qu'Albert Moukébert nous avait dit qu'il fallait qu'on soit bien informé pour pouvoir bien réfléchir. Mais vous pourrez en parler tout à l'heure. Eh bien, j'ai une première question à poser à Lydie Roberdel et Séverine Niguem. Quelles sont, dans les questions que vous avez fait remonter de la part des membres de l'AST, quelles sont les questions principales, en général, que se posent les membres de l'AST? Merci Frédéric. Eh bien, je ne crois pas beaucoup me tromper en tant que membre du conseil d'administration et ayant officié au sein de la commission eau potable de l'AST pendant quelques années, en disant qu'une grande partie des membres de l'AST ne sont pas des professionnels ni de la communication ni des réseaux sociaux, mais plutôt des profils de gestionnaires, de techniciens, d'ingénieurs. Donc c'est vrai que la matière première porte à question. Et dans un groupe de travail que nous avons animé au sein de l'AST, effectivement, il y a beaucoup de questions qui sont remontées sur le rôle de ces réseaux sociaux. Et notamment, je dirais, si je pouvais les résumer en une seule phrase, c'est comment aujourd'hui conjuguer nos outils métiers, les outils qu'on connaît pour interagir avec les consommateurs, les usagers, enregistrer les courriers, répondre aux demandes, les outils de communication que je qualifierais de classiques, le site web, le petit SMS, la campagne d'affichage, le courrier, l'information envoyée en même temps que la facture d'eau, par exemple. Comment conjuguer ces outils classiques avec les réseaux sociaux? Donc on a essayé Lydie Roberdel, oui. On a essayé de répertorier en 3 catégories effectivement les questions qui remontaient des membres de l'AST, qui ont été soumises, comme le dit Séverine. Donc on a une catégorie, comme on l'a vu, d'infos descendantes, donc se servir des réseaux sociaux comme effectivement un outil d'infos descendantes complémentaires aux outils qu'on connaît déjà, donc pour communiquer sur des choses, des chantiers, sur des choses classiques du quotidien, de la vie du quotidien, mais aussi s'en servir en gestion de crise sur de l'info descendante. Donc on a beaucoup de questions autour de ça. Ensuite, on a sur la manière de gérer les réseaux sociaux dans nos métiers, là sur la partie info montante, on va dire, donc des questions des usagers du service, mais aussi beaucoup de réclamations, de plaintes ou de critiques du service. Et puis le troisième aspect, si on essaie d'avoir des catégories, c'est comment se servir des réseaux sociaux comme un outil de sensibilisation de la population. Donc sur nos politiques publiques, c'est effectivement un bon outil, mais comment s'en servir pour que ce soit pertinent et qu'on n'entre pas dans ce qu'on a vu tout à l'heure sur des choses complètement farfelues. Sandrine Tressel, je vais vous demander si ça fait écho à quelque chose dans vos pratiques professionnelles. J'ouvre juste une parenthèse pour dire à la salle que vous pouvez utiliser pendant toute cette table ronde l'application kiss.fr avec le deuxième code qui est 1 question, le chiffre 1 suivi du mot question, tout attaché, pour poser des questions qui vont nous remonter à la table ronde et qu'on pourra poser à la fin de cette table ronde à nos intervenants, parce qu'on ne fera pas circuler de micro dans la salle pour les raisons sanitaires. Voilà, donc le code pour poser vos questions, c'est 1 question. Sandrine Tressel, alors est-ce que ce qui remonte là d'ores et déjà fait écho à vos pratiques professionnelles à Nice? Oui, complètement. Ça fait complètement écho, en fait, la sensibilisation, l'information et la veille. En fait, on utilise à la Régie Côte d'Azur différents réseaux sociaux pour parler au public, en fait, et pour leur dire des choses différentes. Par exemple, on utilise Facebook pour tout ce qui est information du quotidien, les travaux d'investissement, les incidents réseau, les coupures d'eau, les distributions de bouteilles. Voilà, c'est de l'information du quotidien. C'est donc à travers Facebook. Ensuite, on utilise LinkedIn pour parler donc avec des professionnels sur la valorisation de nos métiers, pour échanger avec vous tous sur nos pratiques communes. On utilise aussi Instagram depuis peu, en fait, qui est un réseau social qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps à la Régie Côte d'Azur. On pense que le public n'est pas le même, on pense qu'on aura un public plus jeune avec Instagram. Et on a décidé de faire des photos, de la qualité de la photo, un petit peu comme ce qu'on a vu sur le mur d'image à l'entrée, en fait, de l'art dans nos métiers et dans nos ouvrages, donc pour faire découvrir un petit peu aussi les métiers de l'eau et les métiers de l'assainissement et nos ouvrages.
Enfin, on utilise YouTube pour tout ce qui est pédagogie et sensibilisation, à travers des petits films tout simples, notamment par exemple un film sur notre usine de traitement d'eau potable, une visite virtuelle. On crée des petits films sur nos métiers. On fait beaucoup de pédagogie à travers YouTube. Et bien sûr, YouTube nous permet d'être partagé sur d'autres réseaux sociaux, en fait. Alors, je vais vous poser une question parce que moi, dans mon observation des réseaux sociaux, je vois que souvent, il y a un phénomène qui se produit. Oui, on touche un public, grand public sur Facebook et un public professionnel sur LinkedIn, mais j'observe que parfois, on diffuse exactement le même message sur les deux. Est-ce que c'est votre pratique ou est-ce que vous pratiquez différemment ? Non, on pratique différemment. Effectivement, on essaye. Ça ne sert à rien d'avoir le même message sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on essaye vraiment de passer des messages différents en fonction du réseau. Facebook sera vraiment que de l'information grand public. LinkedIn sera plus une valorisation de nos métiers à travers des échanges de professionnels et à travers des choses qu'on peut partager en fait entre nous. Et vous pouvez nous donner des exemples ? Oui, bien sûr. Par exemple, sur LinkedIn, récemment, nous avons partagé la valorisation de nos métiers. Donc, est-ce qu'on s'est aperçu que pendant nos ateliers pédagogiques, on nous posait souvent la question, est-ce qu'on peut boire l'eau du robinet parce qu'on la trouve très, très calcaire. Est-ce que le calcaire est dangereux pour ma santé ? Donc, à travers le réseau social LinkedIn, j'ai voulu partager cette information pour expliquer un petit peu comment on interagissait avec le grand public. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes ont repartagé et nous ont aidés à trouver aussi les réponses à ces questions. Et donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors ça, c'est une question intéressante aussi, c'est de savoir comment vous interagissez avec le public, quelles sont les questions qui vous posent, quelle est la tonalité des questions, est-ce que c'est violent, est-ce que c'est extrêmement poli, et vous, comment est-ce que vous répondez ? Est-ce que vous répondez tout le temps ? Comment ça se passe chez vous ? Alors oui, c'est vraiment très très important de répondre tout le temps. On a au quotidien des interactions avec le public. On essaie de parler juste, de parler vrai. Ça, c'est vraiment très important. On essaie d'être dans le lien. Plutôt même, on essaie d'être dans l'empathie, parce que la personne qui va venir nous poser une question ou qui va s'énerver parce qu'elle n'a pas une réponse attend quelque chose de nous. Et nous, c'est très important qu'on y réponde systématiquement. Alors oui, on retrouve des questions plutôt liées à la clientèle. Savoir déchiffrer une facture, c'est vraiment très compliqué. Donc, on va les aider dans cette démarche. Des personnes mécontentes qui trouvent que l'eau du robinet n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'en fait, à Aude Azur, on essaye vraiment de répondre à toutes les questions, ça c'est évident, mais surtout aussi de faire de la sensibilisation et beaucoup de pédagogie à travers des ateliers, à travers beaucoup de sensibilisation au niveau de nos réseaux sociaux. Nicolas Van der Biest, je vois que vous nous entendez, on va vérifier si nous, on vous entend. Bonjour. Bonjour. Ah, génial, on vous entend bien. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ce que vous venez d'entendre ? Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour bien comprendre son audience ? Parce qu'en fait, on en est là. On a des audiences différentes sur des réseaux sociaux différents. Et comment est-ce qu'on fait pour comprendre cette audience et l'apprivoiser ensuite ? Oui, c'est vraiment ça. Comment est-ce que je réagis ? Il y a des choses qui sont assez justes. Comme quoi, même quand on n'a pas tous les outils, on peut quand même sentir son audience et sentir qui est présent sur quel réseau social. Le principal problème, généralement, quand les communicants se lancent sur les différents réseaux sociaux, c'est qu'ils l'appréhendent comme ils appréhendent des médias traditionnels. Comme il y a une audience jeune sur Instagram, forcément les jeunes y sont. En fait, quand on va un peu creuser, on va remarquer que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut choisir ce qu'on met dans la timeline. Et un jeune ne devient pas tout d'un coup, parce que c'est sur Instagram ou sur Twitter, un fan tout d'un coup d'eau, de déchets ou de problématiques extrêmement sectorielles. Donc ça va agglomérer des audiences différentes. D'ailleurs, j'ai fait un petit travail de mon côté, et puis je vais vous partager très rapidement. J'espère que tout fonctionnera. Ça a l'air de fonctionner. Vous voyez bien donc, ma présentation. Un petit travail justement avec Aude Azur pour comprendre quelles étaient les audiences sur les différents réseaux sociaux. Alors j'en ai testé 3. D'une part Twitter, l'autre Instagram et enfin LinkedIn. Mais d'abord, je vais vous demander un petit travail rapide. Attention, pour comprendre un peu les méthodologies qui sont utilisées, concrètement, j'utilise un truc qui s'appelle l'analyse des réseaux sociaux, qui considère chaque compte sur les réseaux sociaux comme étant un point. Voilà, imaginez, vous tous dans la salle là en ce moment, vous êtes un point, et chaque
vous êtes représenté par ça, et chaque interaction que vous faites avec quelqu'un, parce que vous le connaissez, parce que vous interagissez avec lui ou autre, est symbolisée par un lien. Et les relations, elles ont un sens. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, il y a quelque chose qui sort de moi, quelque chose qui arrive vers vous, je vous mentionne, je vous retweet. Donc, il y a un sens à nos interactions sur les réseaux sociaux. Et ce sens-là, il est très important pour identifier les personnes qui sont influentes dans un écosystème donné, dans une audience ou dans une conversation, parce que les personnes qui reçoivent le plus sont celles qui sont les plus retweetées, les plus mentionnées et autres. Et donc, on va faire grandir par la magie du PowerPoint, comme quoi je vous ai déjà tous entourloupé sur le côté expertise par la magie du PowerPoint, mais un point réseau social sera plus important s'il reçoit énormément, s'il est beaucoup mentionné ou beaucoup retweeté. On pourrait rajouter un peu de gaieté, un peu de couleur à tout cela. On va rajouter un algorithme qui s'appelle l'algorithme de clustering ou de modularité. C'est un algorithme en fait qui va identifier le fait que des individus ont beaucoup de points en commun et peu avec l'extérieur. Si on devait schématiser la salle, je serais sans doute milliard sur cet écran, tout seul, connaissant très peu de personnes chez vous. Et pour autant, je suis sûr que chez vous, il y aura des personnes qui ont beaucoup d'interactions entre elles, ne serait-ce que parce qu'elles appartiennent à la même entreprise. Imaginons en bleu les personnes qui travaillent pour SOR et en vert les personnes qui travaillent pour Veolia. C'est vraiment un algorithme qui, sous base des interactions entre les différents individus, va identifier les communautés. Il reste une dernière étape, c'est la spatialisation des points, où là, les personnes qui sont connecteurs du réseau sont au centre et le reste sur les extérieurs. J'espère que ça a été compréhensible parce que ce sera utile pour le reste et enfin rentrer dans le concret. Concrètement, à quoi ça sert Audacieux n'a pas choisi d'être sur Twitter via son compte principal. C'est Sandrine Tressel qui incarne sa présence, qui est là présente devant vous. Ce que vous voyez en fait, ce sont les abonnés de Sandrine Tressel où on extrait les followers et on regarde comment ils se suivent. Et concrètement, je veux dire que quand on lui envoie un message sur Twitter, c'est cette audience-là qui peut le voir de manière organique. S'il n'y a aucun retweet, rien du tout comme interaction, pas de hashtag, pas d'externalisation, c'est cette audience-là qui le reçoit. On voit une communauté que vous voyez en haut à droite, plutôt orange, autour des thématiques de l'eau. On va y trouver Veolia, le groupe SOR, on va retrouver des réseaux de l'eau, Sauvons-l'eau, vraiment des problématiques sectorielles. On a une communauté niçoise d'acteurs locaux avec des journalistes locaux. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, Sandrine Tressel, s'il y a une crise à un moment donné, elle dispose d'une communauté locale de journalistes locaux qui peuvent répercuter les messages qu'elle a vers les audiences un peu plus éparses. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en dehors du secteur de l'eau, j'ai une communauté locale. Cette communauté locale peut être un vrai levier au cas où je souhaite désactiver. Et donc, c'est intéressant. Une communauté que vous voyez un peu moins au centre, qui est en mauve, mais qui est Veolia, sont des acteurs qui travaillent pour Veolia. Et enfin, une communauté verte qui est plutôt autour de son métier, c'est-à-dire la communication. Sur Instagram, réseau tout neuf, j'ai fait le même travail, on extrait les followers, on regarde les communautés, vous allez voir que c'est plus ou moins la même chose. On a une petite communauté autour de Paris qui s'est rendue une communauté sectorielle avec des acteurs de l'eau, une communauté Nice avec des acteurs de Nice, et puis des isolés qu'on peut simplement dire que ce sont plutôt des habitants de la région qui suivent le compte pour cela. Et pour autant, le compte a en général 30 à 40 interactions, c'est-à-dire qu'elle va au-delà des audiences, elle profite en fait d'une autre chose de son audience organique, c'est les hashtags qu'elle adosse à ses photos. Et donc, c'est grâce à ça qu'elle arrive à externaliser son audience et petit à petit recruter pour un compte assez jeune. Si on regarde, qu'est-ce que suit d'autre comme compte les followers Instagram d'Aude-Azur, en fait, on va se rendre compte que, principalement Aude-Azur, puisque c'est des followers, mais on a la ville de Nice, visite Côte d'Azur, Nice matin, donc une audience extrêmement locale. Ce qui est toujours intéressant en situation de crise, mais aussi pour connecter avec les citoyens sur les problématiques de déchets ou d'eau. Voilà. Et le dernier réseau social que j'ai analysé, c'est le réseau LinkedIn, où là, concrètement, là, c'est plus le fait de se suivre l'un l'autre, c'est le fait d'interagir avec les mêmes publications. C'est-à-dire que vous êtes mappé avec un autre acteur si vous likez les mêmes publications. Ce qui fait rejaillir en haut, en mauve, une communauté en fait, d'employés d'Aude-Azur qui vont liker presque toutes les publications, et en tout cas qui vont avoir auto de like, et donc qui vont être mappés ensemble.
très intéressant, c'est d'avoir son audience interne. Comme a été bien dit, il y a des ingénieurs et autres, il faut savoir un peu ce qui se dit à l'échelle de l'organisation, quelles sont les informations, faire cette communication descendante. Il y a des ingénieurs, en général, donc plutôt autour du secteur, c'est des personnes qui travaillent sur des problématiques extrêmement techniques, et puis après, il y a des chargés d'affaires, des commerciaux autour du secteur. Et donc, on voit bien que ce n'est pas du tout la même audience, et que c'est une audience autour du métier, autour de l'entreprise, et donc un peu plus technique, et on peut se permettre du coup des messages un peu plus complexes sur ces réseaux que sur les autres réseaux. Par ailleurs, on voit que la répartition des employés d'Aude Azur, c'est 11% par rapport à l'audience, c'est plus ou moins dans la moyenne, ça monte à 20-30% si on rajoute l'activité. Et par ailleurs, si on regarde les autres entreprises qui interagissent avec la page, bien on va voir que ce sont des partenaires, c'est le secteur, on va retrouver SOR, on va retrouver Haut-Paris, Métropole Nice Côte d'Azur, Veolia, et donc on va se rendre compte que oui, c'est extrêmement sectoriel. Voilà. Écoutez, c'est très impressionnant, Sandrine Cressel. Vous avez été auscultée sous toutes les coutures, enfin, en tous les cas, votre utilisation des réseaux sociaux. Et du coup, ça m'amène quand même à une question, Nicolas Van der Biest. Est-ce que, je crois que vous y avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que tous les réseaux sociaux sont pertinents quand on s'appelle Aude Azur ? Alors, il n'y a pas de choix de réseaux sociaux, en fait, il y a une stratégie. Les réseaux sociaux, ça reste de la communication et ça reste une science exacte, en quelque sorte, autour des sciences sociales, c'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer l'eau pour le coup. On va simplement définir une stratégie avec un positionnement et un message qu'on souhaite appliquer, qui souhaite viser des cibles, et puis on se donne les moyens d'aller chercher ces cibles. Alors évidemment, si on n'a pas un enjeu en fait, d'être un acteur sectoriel et de parler aux employés, LinkedIn n'est pas intéressant, donc on n'aura pas de stratégie là-dessus. Si on n'a pas des images à propulser, j'ai regardé un peu les images qui étaient propulsées, ce sont de très belles images, pensez bien, je suis en Belgique, je suis sans masque, sans vous, mais je n'ai pas du beau soleil et des beaux paysages comme je peux les voir là-dessus. Il y a des belles images, on voit que ça choque des audiences locales. S'il y a un enjeu autour de ça, c'est intéressant. S'il y a un enjeu de choper des journalistes pour des crises, Twitter est intéressant. Donc, à chaque fois, il faut une stratégie, des objectifs, des cibles, et on regarde si on peut mettre ces cibles sur ces réseaux-là, mais surtout, il faut se donner les moyens. Si on ouvre une page Facebook ou LinkedIn, mais qu'on ne pose jamais et qu'on ne fait aucune interaction, il n'y a rien. Et après, évidemment, il faut monitorer son audience, voir si la stratégie porte ses fruits, et peut-être faire des choix, parce qu'on n'a pas les moyens d'être présent sur 4 réseaux sociaux, parce qu'on a au jour le jour plein d'autres missions. Albert Moukébert, en tant que neuroscientifique, comment est-ce que vous regardez ces premiers éléments de la discussion sur cette table ronde ? En fait, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est pas seulement les différences de plateformes, mais c'est aussi l'identité de la personne qui est sur le réseau. C'est-à-dire une page d'une marque est très différente d'un individu, et un individu public, par exemple, est très différent d'un individu privé. Par exemple, je sais, moi, si je suis des pages d'institutions ou de marques, c'est souvent pour m'informer ou éventuellement pour pouvoir leur poser des questions. Et on revient à cette dimension sociale, alors que quand on est des individus, on est souvent dans la persuasion. Et c'est très différent comment on réagit face à des personnes qui sont dans une sorte de démarche persuasive que d'une démarche informative. Et c'est très important de séparer les deux. Donc, c'est pas juste comprendre chaque réseau social fonctionne comment, donc LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Mais aussi, qui est-ce que je suis et comment est-ce que je suis perçu. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que des gens vont venir suivre ma page ? Est-ce qu'ils suivent ma page parce que, je sais pas, la météo, par exemple, si je suis une page de météo, les gens veulent juste avoir la météo. Je vois des fois des pages de météo qui essayent de réinventer la roue, comme on dit, on va réinventer l'eau, etc. Donc, c'est important aussi de ne pas être pris, parce que je sens souvent qu'on est pris dans une sorte de mode de vouloir faire des pages pour juste être là. Et on revient à cette notion de confiance où on sent que c'est plus du marketing, par exemple. Et on le voit, et c'est vraiment rien de nouveau, c'est juste combien c'est grand que c'est nouveau. Mais par exemple, une des choses qui peuvent le plus faire du mal à des pages comme ça, c'est quand les utilisateurs sentent qu'on est en train de leur en faire trop. Par exemple, le greenwashing. Des fois, on voit des grosses boîtes hyper polluantes qui va dire dans le respect de l'environnement. Et dans nos recherches, on est en train de voir que mettre respect de l'environnement quand on est une marque qui est perçue comme polluante, ça a un effet rebond où les personnes font confiance encore moins. Et donc, c'est important
de pas seulement voir qui est mon audience, mais qui est-ce que je suis moi, comment est-ce que je suis perçu et quelle est la fonction de cette page. Alors Lydie Roberdel et Séverine Niguem, tout à l'heure on a vu les questions un peu génériques que se posaient les membres de l'AST. Maintenant je voudrais bien que vous nous disiez s'il y a eu des questions un peu plus techniques, un peu plus précises, pour entrer davantage dans le vif du sujet maintenant. Alors, moi, j'ai repéré deux questions, beaucoup de questions. Hein. Merci à toute l'audience. Une première famille de questions qui tourne beaucoup autour du comment. Et notamment, là c'est peut-être plus orienté vers Nicolas, comment interagir avec des influenceurs. Beaucoup de nos participants nous disent, bah oui, mais nous, nos sites internet ou même nos Twitter, nos adresses Twitter ou nos comptes Facebook, etc., ont du mal à décoller. On voit qu'en termes de nombre d'audience par rapport à certains influenceurs, ce que vous disiez tout à l'heure, on est vraiment pas grand-chose. Donc, mais comment s'appuyer sur ces influenceurs, comment fonctionner pour s'assurer quand même de la qualité du message, ou en tout cas de l'utilisation, de la stratégie qu'on veut en faire, comment mettre en place cette interaction. Puis après, il y a une deuxième thématique sur les fake news, mais je laisse peut-être Nicolas répondre. Alors, Nicolas Van sur der la première Biest, question. répondez déjà sur ce premier point. Comment on interagit avec les influenceurs? Est-ce qu'il faut recourir aux influenceurs? C'est-à-dire que le mot influenceur, on a toujours l'impression qu'en fait, il faut aller chercher une Joy Phoenix, Neymar, on pense direct au million. De la même façon, quand on pense à stratégie de viralisation, on pense souvent à des buzz pour des marques extrêmement génériques. Pour rester à l'échelle de ce qu'on est, si on est une compagnie d'eau et autres, on a une audience, comme on peut le voir ici sur Côte d'Azur, on a une audience sectorielle, une audience différenciante en fonction des réseaux et une audience locale avec des acteurs de Nice. En fait, il faut trouver du coup des leaders d'opinion qui sont à l'échelle de cela. On ne peut pas réinventer le nouveau lot, il faut retrouver des influenceurs de Nice, des influenceurs niçois, et puis des influenceurs autour du secteur, si on a des enjeux autour de ça. Et ces influenceurs-là ne sont pas des influenceurs qui ont forcément 100 000 followers. Il faut voir en fait comment ils sont placés dans le réseau, dans quelle mesure ils captent ces audiences qui nous intéressent et qui sont des audiences stratégiques. Et donc parfois un influenceur qui a 1000 followers ou 2000 followers, il est extrêmement puissant parce qu'il représente exactement l'audience qu'on souhaite viser. Par ailleurs, même s'il faut fidéliser l'audience et essayer de faire en sorte qu'elle soit recrutée, parce que comme ça c'est un rebond, j'espère avoir bien fait comprendre la notion d'audience organique, celle que je dispose, et le rebond c'est l'audience qui peut viraliser un contenu, ça peut être intéressant, mais pour autant on ne peut pas toujours fidéliser une audience parce que tous nos messages ne sont pas forcément intéressants pour les Niçois, pour d'autres, et donc ça il faut accepter le jeu. On a une question dans la salle aussi qui est, faut-il aller jusqu'à payer un influenceur pour aider à communiquer? Encore une fois, là, toute la question est, est-ce que j'ai un objectif? Est-ce que cet objectif, je dois l'atteindre? Quels médias je vais mobiliser? Et puis après, viennent en marketing la notion de coût. Si une pub sur TF1 me donne autant d'audience, pour autant cette audience n'est pas niçoise. Je dois redescendre à un levier. Il y a des magazines locaux, ok, mais je ne peux pas toujours dire tout ce que je veux sur un pleine page A4. Et donc, on a des accès d'un point de vue local. Moi, je sais que très bien, parce que je fais pas mal d'affaires publiques, que vous avez pas mal d'enjeux tous autour des collectivités territoriales. C'est parfois des médias qui n'existent pas pour certains formats comme la vidéo, qui sont plus impactants, qui ont des mémorisations qui sont plus bonnes. Et donc, là, des enjeux avec des influenceurs ou des réseaux sociaux ou des partenariats peuvent être intéressants. Et donc là, encore une fois, on regarde son budget, on regarde ses objectifs et on regarde si c'est le meilleur moyen de l'atteindre. Si là, les influenceurs sont le meilleur moyen d'atteindre, très souvent sur des problématiques locales, c'est le cas, ben, il faut mettre de l'accord. Séverine Niguem, deuxième série de questions du coup. Alors, une deuxième famille de questions autour des fake news. Beaucoup de questions, on l'a vu dans le petit film introductif, quelques épisodes qui ont parfois été douloureusement vécus. On a vu l'épisode Tritium de juillet 2019. Plus récemment, en début de la pandémie, cette pauvre commune de Moselle qui a eu un affichage erroné et dont la photo s'est retrouvée là aussi à travers la France et la Navarre et qui a soulevé pas mal d'anxiété au niveau des consommateurs sur le lien éventuel entre contamination au Covid-19 et eau potable. Face à des épisodes comme ça qui sont très agéographiques, c'est-à-dire sans géographie, qui peuvent partir d'une problématique réelle, locale, mais au travers des réseaux sociaux, atteindre des géographies complètement différentes. Et face à cette problématique, donc les opérateurs, les services publics qui sont confrontés à comment je réponds, comment je coordonne une réponse face à un phénomène dénué de géographie.
Et comment, là aussi, pour faire le lien avec une autre façon de poser la question, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de communiquer et de convaincre sur la qualité de l'eau potable et que c'est si facile de donner une image plus négative de cette qualité? Lydie Roberdel, de votre côté, vous avez aussi des familles de questions qui vous ont particulièrement interpellé? Oui, alors du coup, je ne sais pas si on le fait en 2 temps ou pas, mais il y a des questions très concrètes pour Eau d'Azur autour de l'organisation pour gérer effectivement au quotidien, donc sur des notions de temps passé, comment faire pour avoir des belles images, pour être toujours proactif, on va dire, sur le domaine d'activité. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Et puis sur l'autre pan, donc très différent, sur la notion de se servir des réseaux sociaux comme outil de sensibilisation, quelle capacité on a à évaluer l'impact par rapport à d'autres outils qu'on peut utiliser par ailleurs. Comment on fait pour évaluer concrètement l'impact de l'utilisation de ces réseaux sociaux? Alors Sandrine Tressel, il y a d'ailleurs une question dans la salle qui vous demande très concrètement combien vous êtes dans l'équipe. Alors, on est une toute petite équipe, hein. On est 3 personnes et un petit alternant qui vient d'arriver, donc 2 personnes à plein temps, un CDD et un alternant. Notre rôle, c'est du quotidien, c'est de faire de la veille, quand on est aussi chez soi, quand on lit un article, quand on est au travail. C'est aussi partager avec les collègues de travail, les ambassadeurs, on appelle ça des ambassadeurs. Quelquefois, nous avons donc des collègues qui nous informent, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en veille, parce qu'on a aussi beaucoup d'autres actions à faire en termes de communication. Donc c'est important d'avoir tout un réseau interne, un réseau externe. On parlait aussi donc des Niçois, etc., d'un réseau qui nous aide à nous dire, voilà, ça c'est intéressant, ça peut-être qu'on peut le mettre, débattre, etc. Donc on utilise ce qu'on appelle, nous, les ambassadeurs. Et on est aussi en veille permanente, tout le temps. Est-ce que vous avez élaboré une stratégie de communication? Et si oui, comment est-ce que vous l'avez faite? Alors, on a une stratégie de communication. Il faut savoir que Eau d'Azur, en fait, est une entreprise récente. On a été créé en 2014 sur la volonté de Christian Estrosi. Donc, on est une entreprise toute récente. Jusqu'à maintenant, on avait des stratégies plutôt à court terme. Et maintenant qu'on vient un peu de se stabiliser, on vient de récupérer les dernières communes en janvier 2020, on va pouvoir travailler sur une stratégie à long terme, donc avec Hervé Paul, notre président, et Vincent Ponzetto, notre directeur général. On a décidé maintenant de construire une stratégie sur le long terme, c'est construire l'avenir et essayer d'amener les citoyens en fait sur le long terme, sur la construction, les générations futures. Voilà, en tout cas, on va essayer de travailler comme ça. Et lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous m'aviez dit, parce que vous êtes une entreprise jeune, qu'il y a un souci particulier chez vous que vous avez en tête, présent de façon quasiment permanente, c'est votre e-réputation. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, complètement. En fait, on est tout le temps comparé avec Veolia, forcément, puisqu'on a pris la succession de Veolia en 2014, après 150 ans de gestion de Veolia à Nice. Et donc forcément, les personnes à Nice nous comparent à l'ancien délégataire. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à prouver qu'on est une entreprise publique performante, professionnelle, moderne. Et c'est à travers toutes ces actions de communication qu'on va réussir à montrer notre professionnalisme et montrer qu'une entreprise publique est tout aussi performante qu'un délégataire ou autre. Nicolas Van der Biest, vous voulez peut-être réagir à quelques questions qui ont été évoquées, et puis je voudrais aussi vous demander quelles erreurs il faut éviter en termes de communication. Peut-être réagir sur la question des rumeurs et autres, parce que c'est un vrai champ aujourd'hui, un peu difficile à appréhender, pour lequel il n'y a aucune recette magique en quelque sorte, sauf celle de l'expérience. Mais on vit quand même une certaine époque où c'était bien montré dans votre vidéo, mais une hypervisibilité de l'anomalie. Et en tant que gestionnaire de crise, finalement, c'est l'horreur, car ce qui est désormais visible, c'est pas l'histoire principale, c'est ce qui va arriver dans un petit endroit qui, par le jeu des algorithmes ou par le jeu de l'émotionnalité, va se trouver brocardé et davantage visible. Et ça vient percuter finalement la manière dont on gère en tant que communicant ou en tant que gestionnaire les crises, toutes ces anomalies. Des choses qui avant étaient
totalement non visibles, mais qui deviennent extrêmement visibles, et pour lequel c'est un peu difficile à gérer parce qu'il y avait une sacro-sainte règle avant, c'est qu'on ne donne pas de pouvoir à ceux qui n'en ont pas, et aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir s'il faut réagir à une fake news ou ne pas réagir, à un champ problématique. Et en plus, on est dans un schéma où, de préférence, on va opposer, d'une part, Ginette, ingénieur, commercial, mais ingénieur quand même, à qui on ne l'a fait pas et qui a rassemblé devant la presse 5 personnes qui sont ses meilleurs amis pour dire que regarde les documents de l'entreprise qui gère tout ça, et qu'elle, on lui a fait pas, et que c'est totalement faux, et qu'elle sait qu'il y a des anomalies dans l'eau, et il le prouve parce qu'il a des irritations sur son avant-bras gauche. Et de l'autre côté, on va avoir une entreprise qui a 3 dictionnaires de régulation, des vingtaines d'ingénieurs, mais qui pour autant va pédaler dans la semoule parce qu'elle ne sera pas aussi visible que les autres. Et ça, c'est le vrai problème. Alors là, un certain nombre de choses qui, je pense, sont essentielles, c'est garder quand même en tête qu'on ne donne pas de pouvoir à ceux qui n'en ont pas. Donc, quelqu'un qui reste de son côté, et tous les messages qui peuvent circuler, qui peuvent parfois être odieux, ne pas oublier qu'on est sur Twitter, sur Facebook ou autre. Là aussi, même si ça circule dans un village public global, pour autant, leur audience est extrêmement minime, de l'ordre de 20 personnes s'ils sont connectés. Donc, autant dire il y a 2 personnes qui ont vu leur message. Ça a été bien dit aussi, bien tisser un réseau en fait de personnes relais, de confiance, des journalistes, des locaux, et puis une nécessité d'avoir du matériel prêt à l'emploi. Alors, Sandrine Tressel nous disait tout à l'heure qu'en fait, ils communiquent tout le temps, ils répondent à tous les messages. Vous êtes au contraire en train de nous dire qu'il ne faut pas communiquer tout le temps. Ça dépend. Il y a des communications qui sont des interpellations. Concrètement, quelqu'un me demande à moi en tant qu'entreprise qu'est-ce que je fais de l'eau ou qu'il y a un problème. Là, évidemment, il faut répondre, sinon ça veut dire je m'en fous. Mais pour autant, quelqu'un qui n'interpellerait pas l'organisation et qui va par exemple dire Eau d'Azur c'est vraiment de la merde, des fois de temps en temps il faut la laisser tranquille parce que elle a une audience extrêmement faible. Nous, ce qu'on donnerait, c'est de partager notre audience par le jeu de la réponse. Sur Twitter, par exemple, il y a une vraie algorithmie autour de la réponse. Maintenant, Twitter cherche à promotionner les réponses et les échanges entre personnes. Bien savoir que par répondre à quelqu'un, c'est la possibilité en fait de donner de la visibilité de cette personne-là à toute l'audience que l'on a à disposition. Et donc, aujourd'hui, oui, il ne faut pas en fait surcommuniquer et réagir à tout. Il faut comprendre aussi d'où vient une personne en particulier. Parfois, il y a un intérêt politique de cette personne-là à aborder certaines questions. Et donc, il faut bien maîtriser tout ça et donc pas forcément répondre à tout. Albert Moukébert, oui, je vous en prie, c'est oui. Partager un retour d'expérience sur effectivement la façon de vivre une crise de communication liée à une fake news ou une information plus ou moins vérifiée. Les franciliens d'entre vous se souviendront qu'en juin 2016, il y a eu de très grosses crues de la Seine notamment, et de l'Yonne et d'autres affluents. Et face à cette situation, on a connu, à l'époque j'étais exploitante sur le sud du syndicat des eaux d'Île-de-France, et on a eu une montée en puissance des messages viraux sur Twitter qui disaient attention, il ne faut plus consommer l'eau n'est plus potable, il faut la faire bouillir, qui a provoqué beaucoup de sollicitations en deuxième rang auprès des collectivités, auprès des hôpitaux, des EHPAD, les crèches, les écoles ne savaient plus comment faire face, je dirais, par rapport à ces messages qui se répandaient partout. Et la façon dont on a géré cette crise, c'était d'une part effectivement l'importance, vous le soulignez tout à l'heure, d'avoir de la veille, c'est-à-dire d'identifier ces messages sur les réseaux sociaux très en amont, et en cela je pense qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais tous les acteurs métiers, les salariés, des opérateurs qui représentent quand même une collectivité, alors pas forcément liée à cette géographie, mais par le biais familial, des réseaux relationnels, etc., qui sont aussi des yeux et des oreilles sur les réseaux sociaux et qui peuvent remonter des choses très vite, ça c'est très important. Dans la façon de traiter la crise, la stratégie qui a été suivie avec trois points forts. La première, c'était d'élaborer une réponse de manière rapide. La deuxième, c'est de l'élaborer de manière concertée, co-construite, agences régionales de santé, opérateurs, collectivités, pour avoir chacun avec ses vecteurs de communication
attaquer un petit peu tous les publics, et de manière, je dirais, aussi importante, avec des éléments de langage qui, à la base, sont construits, vous l'avez évoqué, par des techniciens, des ingénieurs, mais surtout qui repassent dans les mains, qui sont mis en forme par des communicants pour ne pas se tromper dans la forme de communication. Et ces 3 éléments-là sont assez essentiels. Et bon, la façon dont ça a été géré, je dirais, assez rapidement, et on a vu que le soufflet est retombé comme il était monté, mais je pense que ces 3 éléments ont fait en sorte de réussir dans la gestion de cette crise, et la manière, le professionnalisme avec lequel on répond et les éléments de langage qu'on utilise sont très importants. Et dans la rapidité, alors rapidité et co-construction parfois sont un peu antinomiques, mais c'est important effectivement d'aller très vite dans ces messages. Séverine Tressel, j'ai 2 questions qui peuvent s'adresser à vous de la part du public. La première, c'est est-ce que vous trouveriez pertinent d'avoir un réseau social spécifique eau et déchets ? Un petit peu dans la même veine, j'ai une autre question qui dit en fait, est-ce qu'on pourrait pas carrément se débarrasser des réseaux sociaux, parce que peut-être qu'un fil eau et déchets c'est un site internet, donc voilà, c'est la suite. Et puis j'ai une question encore plus précise et technique. En gros, sur quel type de réseau est-ce qu'il faut communiquer? Sur un sécheur de boue, sur les performances d'une décarbonation? Est-ce que vous rentrez dans ce niveau de détail technique-là, ou est-ce que vous pensez que là, ça appartient à un autre registre de communication? Oui, moi je pense que ça appartient à un autre registre de communication, et comme vous le disiez très justement tout à l'heure, s'adresser à un grand public, s'adresser aux citoyens, ça veut dire qu'on revoit les éléments de langage des techniciens, ça veut dire qu'on essaie de leur parler de manière simple et de manière pédagogique pour que ce soit compris par tous. Dès qu'on rentre dans la technique, déjà le communicant est toujours un petit peu perdu, parce qu'il faut qu'on traduise un petit peu le vocabulaire, et donc non, enfin pour moi ça n'a pas vocation à être sur un réseau social. Après ça reste que mon opinion. Il y a des fils de conversation, il y a des outils spécialisés, il y a des niches sur Internet, quand on est effectivement numismate ou qu'on a des centres d'intérêt très, très, très précis. Il y a des communautés qui sont des petites communautés. En termes de nombre, là, on n'est pas sur des milliers ni des centaines de milliers d'abonnés, mais qui existent, qui sont assez dynamiques. Certaines sont animées, il y en a une qui est animée par Fluxaqua, d'autres par d'autres outils, mais il y a aussi des communautés très, très ciblées sur ces problématiques techniques d'équipement, de retour d'expérience, de process. Donc ça existe, mais à plus petite échelle, effectivement. Ce qui veut dire peut-être, et je m'adresse à Nicolas Van der Biest et à Albert Moukébert, que peut-être il faut renoncer à vouloir parler au très grand public. Vous allez me dire oui ou non. Et je complète cette question-là par celle par laquelle on va terminer probablement, question posée par le public. Comment est-ce qu'on fait pour concilier message court, attractivité, pédagogie et information complète? Rien que ça. Albert Moukébert. Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut tout le temps se rappeler que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui voient les messages, qui n'interagissent pas du tout. Et du coup, de garder en tête qu'il y a une majorité écrasante, silencieuse. À une période, Facebook nous donnait accès à ces données psychométriques. Après, ils ont arrêté. Mais quand on pouvait comparer le nombre de personnes qui like ou commentent sur un post par rapport aux personnes qui l'ont lu. Et Facebook ont vraiment de la psychométrie de dingue, c'est-à-dire ils peuvent savoir combien de secondes chaque utilisateur a passé en défilant son écran, etc. Donc ils peuvent savoir vraiment qui a lu, qui a juste défilé, qui n'a pas lu. Il y a tout le temps beaucoup plus de gens qui voient que les retours qu'on a d'eux. Et il faut garder en tête cela. Souvent, on oublie que les personnes qui commentent, les personnes qui vont clasher, les personnes qui vont être mécontents, etc., c'est ce qu'on appelle les personnes hyper motivées. C'est les personnes qui vont aller exprimer. Si par exemple, moi, j'ai utilisé un service avec Veolia et tout se passe bien, je ne vais pas aller sur le réseau social écrire « tout va bien ». Mais si ça se passe mal, je vais aller me plaindre. C'est un des plus grands biais des avis laissés sur Internet. C'est quand ça ne va pas qu'on s'exprime. Il faut garder ça en tête. Et je reviens à ce qui était dit, c'est que tout dépend de qu'est-ce qu'on veut faire avec le réseau social et qui est-ce que je suis en tant qu'entité. La notion la plus importante pour les réseaux sociaux, et pourquoi c'est rien de nouveau, c'est vraiment cet aspect de ce qu'on appelle notre cognition sociale. Quel est le but et qu'est-ce que je suis en train de faire? Si on est dans des démarches de persuasion, évidemment qu'il faut être dans l'hyper-réactivité, répondre à tout le monde, etc., pour promouvoir une sorte d'image, etc. Mais si je suis dans une mission d'information,
Par exemple, je sais pas, la page Facebook de Chiasma, si je prends Chiasma, nous, on n'a rien à vendre, tous nos événements sont gratuits, etc. Tout ce qu'on fait est gratuit. Des fois, on poste une fois chaque 3 ou 4 mois. Mais chaque semaine, on a de nouveaux followers parce qu'ils savent que notre page, c'est juste, on ne poste que des produits, que des choses que nous on crée, que nous on a écrit, donc des productions originales. On ne relaie rien. Et du coup, ça marche très bien. Mais une autre page de notre laboratoire, par exemple, sur la transition écologique, là, on est plus dans une démarche de persuasion. Il y a une urgence, on veut vraiment expliquer qu'il faut qu'on fasse quelque chose, etc. On est beaucoup plus dans l'engagement. Et donc, séparer ces choses et tout le temps garder en tête que les personnes qui commentent sont souvent les personnes les plus motivées. Elles ne sont pas représentatives de mon audience en général. Nicolas Van der Beest, est-ce qu'il existe le réseau social sur lequel on peut concentrer toutes nos bonnes intentions en matière de communication, la pédagogie, l'exhaustivité, la spécialisation ? En fait, il n'y aura jamais de véhicule tout-terrain sur le réseau social. Ça, c'est une part. Ensuite, ça m'a beaucoup fait sourire sur les questions de quand on n'arrive pas, on ne comprend pas, ben on jette. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on les jetterait, ce serait une non-opportunité. Revenons au bon site web qui fonctionnait. D'ailleurs, le Minitel fonctionnait très bien. Et l'administration française, y compris dans les crises, fonctionne encore au fax. Oui, il y a un moment, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'un site, ok, c'est une vitrine. Pour autant, en fait, on néglige une part qui est énorme, c'est que il n'y a jamais aussi bon que LinkedIn et Twitter pour choper des audiences qui sont des CSP+, qui sont des cadres et qui sont les personnes qui comptent d'un point de vue sectoriel. Il n'y a rien de mieux parce que ça correspond aux modalités d'exécution d'un CSP+, ou d'un cadre, quelqu'un qui est sur son smartphone, qui a un peu de temps cognitif à sa disposition et qui va passer 5 minutes à regarder sa timeline avec ce qu'il aimait. Donc vous rateriez tout ça ensemble. Ensuite, le grand public, ne cherchez jamais sur les réseaux sociaux à viser le grand public. Ça n'a ni queue ni tête. Je sais que c'est toujours les communications qui sont voulues, mais on est vraiment dans un modèle laserfeldien où vous avez certains leaders d'opinion qui vont ruisseler vers le grand public. Mais quand on est une compagnie d'eau, une entreprise autour de l'eau ou des déchets, n'essayez pas de viser le grand public, ça n'arrivera jamais. Vous aurez simplement au secteur les personnes périphériques autour, un peu de cadres, des audiences locales et des politiques locaux, mais vous n'aurez jamais au-delà de cela. Par contre, pensez à qui vous avez besoin pour ruisseler vers les grands publics, et ça c'est très essentiel et c'est très important. Ensuite, sur la question rapidement, pour terminer, de l'ustensile et du véhicule, est-ce que ça a un intérêt d'aller sur les réseaux sociaux avec ça? Non, parce que imaginez bien, vous avez extrêmement peu de personnes qui sont intéressées par ce véhicule-là. Vous allez devoir les choper tous. Avant que vous les choper tous, vous étiez mieux de simplement faire une autre publicité ou trouver un autre modèle. Donc non, ça n'a aucun intérêt. Merci Nicolas Van der Beest. Alors, dernier instant de partage avec vous dans la salle pour la fin de cette table ronde, c'est de réutiliser le site internet QYS.fr pour jouer ensemble à la construction d'un nuage de mots avec un mot de passe cette fois-ci qui est le dernier qui s'appelle « En un mot » avec le chiffre 1 à la place, enfin, au milieu de « En un mot », pour nous dire, eh bien voilà, avec quel mot est-ce que vous qualifiez, à l'issue de cette table ronde, le lien entre service public, eau et déchets et les réseaux sociaux. Quel est le mot? Alors, on ne vous suggère rien, c'est à vous de trouver le mot qui vous convient le mieux. Et là aussi, on va vous donner 20 secondes sur kiss.fr. Et on verra ensuite le mot s'afficher, bien sûr, sur l'écran. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Tadam, ça va s'afficher. Information, confiance, complexe, utile. C'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Voilà les mots qui ressortent le plus fort, en tous les cas, au terme de 20 secondes de réflexion collective. Et puis, il y a plein de petites choses autour qu'on pourra... voilà, vous pourrez vous poser dessus, essayer de comprendre et de débriefer ensemble. La table ronde arrive à son terme, donc nous allons remercier nos intervenants, Lydie Roberdel, Séverine Linghem, Sandrine Tressel, Nicolas Van der Beest et bien sûr Albert Moukébert. Je vous propose de les applaudir pour les remercier de leurs interventions. Je vais vous inviter à regagner la salle et puis nous allons passer la parole à Solène Le Fur, directrice de l'ASTE. Merci à vous.
Alors l'AST a vocation à diffuser de la connaissance et des expériences dans les domaines de l'eau et des déchets. Notre audience, c'est vous, c'est vos collaborateurs. Alors n'hésitez pas à relayer les informations de l'AST sur les réseaux sociaux et notamment ce que vous aurez apprécié ou ce que vous allez apprécier durant ce congrès à travers le hashtag AST2020. Et avant de vous laisser aller profiter d'un repas, je tiens à remercier les intervenants de cette plénière pour leur prise de parole très éclairante. Merci à M. Vuillot pour l'animation de cette session, à Séverine Dingham et à Lydie Roberdel d'avoir porté la voix de l'assistance, et enfin à Karine Morin-Battu d'Eclidea pour son accompagnement dans la préparation de cette plénière. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et n'hésitez pas à aller découvrir la terrasse au 2e étage au-dessus de nous et déguster votre repas en plein air. Merci à tous et bonne suite de congrès.